Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie donc de vous accueillir aujourd'hui au nom d'ODIS pour ce webinaire qui est consacré au dispositif de financement pour innover dans le bâtiment durable, organisé en partenariat ici même avec le cabinet Layton. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Musulek, chef de projet innovation au sein du cluster ODIS, qui accompagne les acteurs de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine dans leurs projets de transition et de transformation. Et donc, face aux enjeux climatiques et à une réglementation qui, aujourd'hui, est de plus en plus exigeante, voilà, il devient essentiel finalement d'innover pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et réduire leur empreinte carbone. Et ces démarches aujourd'hui nécessitent souvent des moyens adaptés. Donc, pour vous aider à y voir un peu plus clair, on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir, avec le cabinet Eton, vous présenter un certain nombre de dispositifs financiers qui existent. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter donc Amaury Cantinol, qui est chargé d'affaires sur la partie crédit d'impôt recherche, Mathieu Larocque, qui est responsable du pôle aide et subventions, et Franck Mestermind, manager conseil sur la partie C2E, qui vous présenteront les principaux leviers mobilisables, les aides publiques, les appels à projets, avec des exemples concrets du secteur. Et également, un temps d'échange est prévu en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence et merci à nos intervenants pour leur participation. Merci Estelle. Du coup, on a déjà eu une réplique de présentation. Donc, au programme aujourd'hui, on va commencer par contextualiser un petit peu les enjeux aujourd'hui du bâtiment durable, en vous présentant aussi qui on est, en faisant une courte présentation du cabinet Layton. Ensuite, on fera un focus justement sur les mécanismes de financement, dans un premier temps sur la partie rénovation énergétique et dans un second temps sur plutôt l'aspect innovation, sur la thématique d'innover vers la durabilité justement. Ensuite, on finira par des cas concrets qui vous illustreront de quelle manière ces dispositifs ont pu être appliqués avec succès et nos préconisations justement pour être éligible justement à ces mécanismes-là. Et puis, comme l'a dit Estelle, après, on pourra échanger d'une manière assez interactive autour de vos questions. Du coup, pour commencer, concrètement, qui on est, le groupe Layton, on est un groupe français, contrairement à ce que l'on pourrait comprendre du son anglophone. On a été créé en 1997 et concrètement, notre objectif, c'est de travailler sur la performance technologique, environnementale et sociale et d'apporter des mécanismes de financement à nos clients pour répondre justement à leurs enjeux environnementaux, sociétaux ou encore technologiques, comme vous l'aurez compris. Vous avez ici quelques chiffres qui résument en quoi on va être positionné en tant que leader mondial justement sur cette partie-là pour accompagner nos clients, que ce soit donc en France, mais aussi à l'international, où on est présent avec 16 pays, vous les avez notés sur le côté. En quelques chiffres également, on a à peu près 3200 collaborateurs dans le groupe, dont 700 localisés en France, avec justement des expertises diverses et variées pour activer encore une fois des optimisations sur déjà des coûts réalisés dans des secteurs divers et variés, que ce soit sur le public ou sur le privé, mais également d'aller accompagner nos clients sur l'activation finalement de mécanismes pour financer aussi l'avenir. Layton France, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Là, vous avez une image un petit peu justement de l'implantation en région que l'on peut avoir. Donc, certes, on est un cabinet international, mais on a cette volonté de fonctionner plutôt comme des PME avec des agences régionales. Donc, moi, j'ai la chance notamment d'être chargé d'affaires sur la Nouvelle-Aquitaine avec l'agence directement bordelaise. Ce qui prouve qu'on a à cœur d'être réactif, proactif et proche aussi de nos clients pour aller activer justement ces leviers-là. Là aussi, en quelques mots, donc 700 collaborateurs français et à peu près 9000 clients sur l'intégralité des activités que je vais présenter dans la slide d'après. Donc, pour que vous compreniez bien ce que l'on fait chez Layton, donc nous, on va encore une fois être en capacité d'activer des mécanismes de financement autour des 3 activités que vous voyez à l'écran.
Donc, on est répartis selon 3 business units. La première que vous voyez qui va s'articuler autour de la performance fiscale et sociale et globalement de l'externalisation des coûts. Donc, c'est une business unit que l'on nomme efficient chez nous, qui va consister à aller optimiser des coûts, que ce soit RH, par exemple sur l'intérim, des achats indirects, des achats directs, sur, par exemple, l'énergie également. Et complètement, on va aller obtenir des gains finalement sur des coûts qui sont déjà réalisés par nos clients. Encore une fois, que ce soit des entreprises privées ou alors des collectivités, par exemple, donc plutôt du domaine public. La seconde activité qui va tourner autour du financement de l'innovation, donc avec la business unit innovation que je représente, plutôt articulée autour des thématiques de crédit d'impôt. On va en parler un petit peu plus tard, mais comment aller activer justement des sujets pour réduire vos charges, notamment dédiées à la R&D et à l'innovation. Également des dispositifs un petit peu plus spécifiques à la décarbonation, notamment le C3FB, et puis aussi des sujets autour de la création d'entreprises et de la création de start-up avec des dispositifs qui peuvent permettre d'avoir des réductions de charges patronales, notamment le statut de jeune entreprise innovantes. Et enfin, une cellule de recrutement également dans cette activité d'innovation, puisque depuis maintenant 6 ans, on a internalisé un cabinet de chasse pour aller aussi accompagner sur le recrutement de profils techniques et scientifiques de nos clients. Et enfin, une dernière activité, donc la cellule énergie, performance environnementale, qui va consister à travailler majoritairement autour des C2E dont on va parler, les certificats d'économie d'énergie, mais plus globalement de travailler sur la performance énergétique auprès, là aussi, de nos clients, que ce soit privés ou publics. Très bien, merci Amaury. Donc moi je suis Mathieu Larocque, je m'occupe de la partie des subventions au sein de Layton France. Je vais à présent vous présenter des éléments de contexte autour du bâtiment durable, notamment des éléments réglementaires et la politique actuelle vis-à-vis de ce sujet-là qui donne des tendances fortes sur les ambitions et du coup les contraintes qui vont qui poussent les acteurs aujourd'hui à innover vers la durabilité dans le secteur du bâtiment. On peut regarder dans un premier temps la stratégie nationale bas carbone. Je crois que l'on est à troisième version qui est en train de se préparer, qui fixe un objectif très ambitieux pour le secteur du bâtiment, qui est de réduire quasiment de 10 fois les émissions de CO2 du secteur à horizon 2050 par rapport au benchmark de 2015. Pour rappel, en 2015, le bâtiment, c'est à peu près 25% des émissions de CO2 en France, si on extrapole un petit peu, avec 150 millions de tonnes annuelles. Et là, c'est de cibler un peu moins de faire aux alentours des 15 millions de tonnes annuelles d'ici 2050. Donc ça va passer par de la rénovation en masse des logements, avec des chiffres, des objectifs élevés, plus de 300 000 logements par an en termes d'objectifs, sortir des passoires thermiques, et également aussi réduire la consommation d'énergie finale du secteur, en tout cas de façon assez forte d'ici 2030, moins de 30%. D'ici 2030. Donc ça, c'est un premier objectif qui pousse les acteurs du secteur à se réinventer pour atteindre cette ambition-là. En parallèle, on a eu aussi la réglementation qui a évolué. On a la réglementation environnementale 2020 qui fait suite à RT 2012, qui va au-delà de l'ambition sur la performance énergétique, mais aussi elle ajoute des volets autour de l'empreinte carbone du bâtiment, donc en prenant en compte l'analyse du cycle de vie des matériaux et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y a aussi une notion de confort qui a été rajoutée. Je pense qu'on est tous sensibles à ça, notamment en période de canicule comme on connaît actuellement. Donc là, il y a des points d'attention qui sont sur ce sujet-là. Comment on fait face aux fortes chaleurs et on conçoit les bâtiments qui permettent de résoudre ce genre de difficultés-là, et aussi l'intégration de matériaux bio et géosourcés dans les cahiers des charges, avec des seuils de performance qui vont être de façon
on va dire, de plus en plus contraignant et plus élevé en fonction des différentes étapes de cette réglementation-là. Et en parallèle de ça, il y a aussi un objectif qui a été inscrit dans la loi en 2021, hein, l'objectif zéro artificialisation nette des sols, hein, qui, comme son nom l'indique, vise d'ici 2050 à atteindre ce niveau-là. Pas d'artificialisation nette des sols. Et donc, ça va passer par la densification du bâti et aussi la renaturalisation des friches ou des espaces pas utilisés actuellement en ville. Donc, tout cela apporte des contraintes fortes pour les acteurs du secteur qui se sont réunis et qui aussi ont défini une feuille de route permettant de définir les leviers activés autour de syntaxe pour la décarbonation du bâtiment. Et on va retrouver là-dedans, évidemment, des notions d'économie circulaire, des notions de rénovation et évidemment l'intégration dans les démarches de chaque acteur du secteur, de l'analyse du cycle de vie et de l'impact environnemental de ces actions. Donc cette politique-là, finalement, se retrouve aussi au niveau régional, comme je le présente ici. Donc, il y a une feuille de route en Nouvelle-Aquitaine qui a été actualisée pour 2025 et 2030 et qui s'organise autour de 6 ambitions. Il y a notamment une ambition qui va adresser la partie habitat, l'ambition de mieux se loger. Vous le voyez en haut à droite, on peut voir que les émissions des bâtiments dans la région sont en nette amélioration, hein, une forte décroissance, mais l'ambition et les objectifs sont encore plus élevés. Et pour les atteindre, la région a pour objectif ou pour stratégie de décarboner le chauffage des bâtiments, de développer l'économie circulaire dans le secteur et de pousser la rénovation. Donc ça veut dire qu'en termes aussi de stratégie de financement et de politique de financement, que ce soit au niveau national ou régional, ce sont des sujets sur lesquels les acteurs vont être très sensibles. Ce qui m'amène du coup à cette présentation-là, à ce slide-là, qui présente un petit peu quelles sont les options aujourd'hui ou les principales sources de financement que l'on peut utiliser pour aller vers cette ambition élevée du secteur. Et donc là, vous avez un panorama des principales sources de financement qui font l'actualité. Par exemple, au niveau national, vous avez le programme France 2030 hein, qui sur une période de 2021-2027, il reste encore des fonds qui seront débloqués, qui couvrent ces aspects-là. Vous avez aussi le fonds chaleur de l'ADEME, on va en parler un peu plus tard, qui permet de couvrir des aspects liés notamment à la rénovation énergétique. Au niveau régional, vous avez aussi des fonds européens, les FEDERP, sur une programmation de 2021-2027 avec plusieurs milliards d'euros, qui permettent d'adresser notamment des thématiques sur ces sujets-là. Et vous avez aussi le fonds vert, avec un budget de 1,15 milliard pour 2025 au niveau national, hein, qui se décline dans chaque territoire, qui va aussi permettre d'adresser notamment les collectivités dans leur stratégie d'adressage de la transition énergétique et écologique. Et vous avez aussi le volume, les CDE, les certificats d'économie d'énergie, Franck va vous en parler en suivant, qui ont une ambition élevée pour la période donc, qui était de 2025 à 2026 et pour la prochaine période également, avec un volume d'économie d'énergie pour les acteurs industriels et résidentiels élevé. Donc l'objectif par la suite de la présentation, c'est d'aller un peu plus dans le détail de ces différentes sources de financement, de vous donner des clés de compréhension et comment activer au mieux ces mécanismes de financement. Merci Mathieu. Donc oui, on va commencer par une présentation ou un rappel pour certains d'entre vous du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est un dispositif qui a été créé à travers la loi du 13 juillet 2005, également aussi appelée la loi POP. Donc c'est un dispositif qui va bientôt fêter ses 20 ans d'existence. C'est un dispositif qui fonctionne, je dirais, bien, même si parfois il fait l'actualité. Néanmoins, c'est l'un des principaux leviers de la stratégie d'efficacité énergétique en France. Donc, sa philosophie, c'est d'imposer aux fournisseurs d'énergie une obligation en fonction de leur volume de vente, afin de réaliser des économies d'énergie soit sur leur propre patrimoine, soit auprès d'un tiers.
que ce soit un particulier, une entreprise ou une collectivité. Pour cela, on va avoir plusieurs options, soit à travers des fiches d'opération standardisées qui sont définies par arrêté et qui, dans ces fiches, hein, sont disponibles sur le site du ministère de l'écologie. Et on va y retrouver différents secteurs, 6 au total. Donc résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport et réseau. Et donc, à travers ces fiches, on va pouvoir y retrouver donc, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de financement C2E et également les calculs, avec en termes d'unité le kilowattheure QMAC. Alors, QMAC pour cumuler sur une durée de vie de l'opération, donc c'est propre à chaque opération, et actualisé pour prendre en compte une évolution du rendement du matériau ou matériel mis en place. Sur une seconde possibilité, lorsqu'il n'y a pas de fiche d'opération standardisée, c'est de passer par ce qu'on appelle une opération spécifique. On y reviendra un petit peu plus tard. L'approche est un peu plus complexe, nécessite un audit énergétique, mais néanmoins, il faut savoir que c'est un dispositif qui évolue très, très, très régulièrement. Donc, ne pas hésiter à se renseigner, à poser des questions, parce que dans certains cas, il y a des fiches qui peuvent évoluer et d'autres disparaître ou apparaître. Et donc, bon, un petit chiffre, mais ça représente plus de 5 milliards en 2023 d'euros, hein, 5 milliards d'euros, dans le domaine de l'efficacité énergétique, que ce soit dans la rénovation thermique ou l'installation d'équipements, on va dire, performants au niveau de l'industrie. Si on regarde maintenant un peu plus en détail l'écosystème, donc on a le ministère, via notamment la Direction générale de l'énergie et du climat et le pôle national, qui vont pour le premier fixer les obligations donc aux fournisseurs d'énergie et en fin de période, C2E, pouvoir statuer si ce fournisseur d'énergie a rempli ses obligations ou si ce n'est pas le cas, pouvoir appliquer des pénalités financières. Le pôle national, lui, il est ici pour s'assurer que l'opération est bien éligible, donc il va instruire les dossiers et parfois, en tout cas de plus en plus, réaliser des contrôles. Ça peut aller également à des contrôles sur site pour bien vérifier que l'opération a eu lieu et respecte la fiche d'opération. Donc nous avons les fournisseurs d'énergie, on en a déjà un peu parlé, qui ont une obligation donc de réaliser des économies d'énergie et également des éligibles. Alors, les éligibles, ce sont les bailleurs sociaux, les collectivités. Ils ont un statut un peu particulier, dans le sens où ils peuvent déposer des demandes de dossiers C2E auprès du pôle national. Néanmoins, eux n'ont pas d'obligation à remplir. Donc, voilà, c'est un petit, on va dire, coup de pouce pour leur permettre d'agir au sein du dispositif et de valoriser les C2E. Et enfin, on a une autre catégorie qu'on appelle les délégataires, comme Letton. Alors, on n'est pas fournisseur d'énergie en tant que tel, néanmoins, un énergéticien nous a délégué une partie de son obligation. De ce fait, vis-à-vis de la DGEC et du pôle national, on a le même statut. Donc, on peut accompagner nos clients dans l'identification des opérations, dans le montage des dossiers et dans la sécurisation, on va dire, du financement. Ça, à travers un réseau de partenaires installateurs ou alors en direct auprès des bénéficiaires, encore une fois, qu'ils soient entreprises, enfin en tout cas, qui relèvent du secteur tertiaire, bailleurs ou industrie ou autres. Un petit focus actualité. Donc actuellement, on est pratiquement à la fin de la 5e période du dispositif, donc qui prendra fin le 31 décembre. Toutefois, semaine dernière, on a eu des annonces confirmant la mise en place d'une 6e période des C2E qui sera, elle, par contre, contrairement aux précédentes périodes, basée sur 5 ans. Actuellement, on est sur 3 ans. Donc là, on aurait 2 ans supplémentaires sur la période pour donner tout simplement plus de visibilité aux différents acteurs. Et à ce stade, il y aurait un renforcement de l'obligation de 25% par rapport à la période actuelle, où cela représente du coup plus de 1050 TWh. Alors,
classique, on a deux différents C2E, le classique, et 280 TWh précaires. Donc ça concerne plus, on va dire, les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est par an. Donc c'est quand même une grosse augmentation. On attend les textes pour avoir plus de précision à l'automne, ce qui devrait comme, nous permettre en tout cas de préparer le début de la 6e période. Et à ce stade, voici les principales évolutions. Donc une obligation pour le demandeur, donc en l'occurrence pour nous, en tant que délégataires, de déclarer l'engagement des travaux. Donc l'engagement des travaux, hein, c'est matérialisé par la signature d'un devis ou d'un ordre de service. Il nous faudra également remonter le coût des travaux ainsi que le numéro des compteurs. Alors pour le premier cas, c'est simplement permettre à la Direction générale énergie-climat de regarder le taux de couverture du dispositif par rapport au montant des travaux. Dans certains cas, il peut y avoir des effets d'aubaine. Là, l'idée, c'est de pouvoir regarder cette prise en charge et, le cas échéant, ajuster le dispositif pour flécher, on va dire, les opérations les plus économes en énergie, sans pour autant venir faire un retour sur investissement à zéro. Autre point, par contre, qui pourrait avoir un impact, c'est le passage des fiches, donc le calcul du volume C2E en énergie finale intégrale. Donc ça, c'est pour prendre en compte notamment l'état final des travaux. Donc, a priori, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur les travaux comme l'isolation. Par contre, il y aura un impact sur le changement d'énergie pour le chauffage, par exemple. C'est-à-dire qu'on change une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Là, le coefficient devrait évoluer. Autre bonne nouvelle, la prolongation des bonifications appelées coups de pouce. Alors, ces bonifications, on les retrouve donc sur la thématique du chauffage, que ce soit pour les maisons individuelles ou que ce soit les bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Donc, on y retrouve les raccordements au réseau de chaleur, la mise en place de pompes à chaleur. Également, les rénovations des maisons et appartements individuels, et il devrait également y avoir une fiche rénovation globale pour le tertiaire. Donc, on est en attente des fiches, mais a priori, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, ce sont des fiches qui fonctionnent bien et qui flèchent réellement la mise en place d'énergie renouvelable. Si on fait un petit focus sur les différentes fiches, donc on retrouve nos 6 secteurs représentés dans le cadre du dispositif C2E. Les 5 fiches, donc les fausses pour fiches d'opération standardisées, qui ont été le plus utilisées, donc qui ont fait l'objet d'un dépôt depuis le 1er janvier 2025. On y retrouve la rénovation globale des maisons individuelles. Ensuite, sur une partie industrielle, la récupération de chaleur sur groupe froid. Et on retourne sur le secteur résidentiel avec la mise en place de pompes à chaleur, d'isolation des combles et de calorifugage des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Donc en fait, on se rend compte que sur les 130 et quelques fiches des 3 secteurs, finalement, on a 5 fiches qui génèrent plus de 40% des dépôts du dispositif. Si on s'intéresse maintenant uniquement aux opérations relevant du secteur tertiaire, on y retrouve également le calorifugage des réseaux hydrauliques de chauffage, ensuite la mise en place de gestion technique du bâtiment. Sur la partie plutôt groupe froid, l'utilité froid, on y retrouve la récupération de chaleur ainsi que la régulation, la mise en place d'une régulation haute pression flottante et également l'isolation de plancher. Alors, petit aparté, certaines fiches devraient faire l'objet d'une suppression d'ici moins d'un mois. C'est notamment le cas des récupérations de chaleur et également du calorifugage. Donc bon, voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des projets à venir, mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que ces fiches, en raison du taux de couverture extrêmement élevé, vont être amenées à disparaître. Également, au niveau de l'isolation, des fiches isolation, elle devrait être revue ou supprimée en 2027. Alors, peu de chances qu'elle soit supprimée intégralement à ce stade, mais il faut prévoir également une révision des coefficients du calcul C2E, probablement à la baisse. Donc, en ce qui concerne les tonnes, nous, on agit sur le dispositif depuis 2011 maintenant. Donc, on accompagne nos clients dans l'identification du gisement C2E,
voir si finalement il n'y a pas une approche un peu différente qui va permettre de générer un bâtiment plus performant. Donc on s'appuie, nous, sur une équipe technique et une équipe de consultants répartis sur l'ensemble du territoire. Et on est aussi accompagné par une force commerciale donc dans les agences. Et on a la chance de pouvoir faire partie du groupement professionnel des C2E ainsi que de l'association technique énergie-environnement qui finalement référence les fiches d'opération standardisées. Donc, d'où notre capacité à anticiper les évolutions du dispositif, encore une fois, hein, dans soit la suppression d'une fiche ou l'évolution à la hausse ou à la baisse, on est en mesure de pouvoir accompagner nos clients en ce sens. Merci Franck. Du coup, en parallèle des C2E qui permettent de financer des actions, on va dire, d'économie d'énergie. Vous allez avoir aussi donc qui est une sorte de prime, hein. Vous allez avoir aussi des aides type subvention ou avance récupérable qui sont octroyées par différents opérateurs régionaux ou nationaux qui vont viser justement à cofinancer des installations ou l'usage d'énergie renouvelable. Donc là, on a essayé de vous faire un panorama qui ne sera pas exhaustif, hein, mais des exemples de dispositifs qui font l'actualité. Donc, on commence au niveau régional par les aides européennes FEDER, hein. Donc là, on a fait un focus sur celles présentes en région de Nouvelle-Aquitaine, mais vous pouvez sachez que dans la plupart des régions, il y a un axe de financement au travers du FEDER autour de la rénovation énergétique des bâtiments ou l'usage, on va dire, d'énergie renouvelable pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc, c'est des choses qui peuvent être regardées dans chaque région en fonction du lieu de réalisation du projet ou de l'investissement. Donc là, on a pris l'exemple d'un axe spécifique du FEDER Nouvelle-Aquitaine, hein. C'est l'objet spécifique 2.1 qui vise à favoriser les mesures en matière d'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous pouvez voir que les acteurs ciblés sont très larges, hein. On parle d'organismes publics, on parle aussi d'entreprises, d'associations, également des bailleurs sociaux publics ou privés. En termes de financement, donc, il y a plusieurs axes. Il y a une action qui va cibler les opérations de rénovation énergétique globale et performante des bâtiments publics. Et il y a une autre action qui va cibler des investissements matériels immobiliers au niveau des entreprises en faveur de l'efficacité énergétique. Donc ça va être plutôt au niveau des processus industriels ou des bâtiments tertiaires des entreprises. Donc là, c'est deux exemples d'actions. Alors, en termes de fonctionnement, il y a des calendriers spécifiques à respecter. Sur ces deux actions-là, pour le volet entreprise, c'est des dépôts au fil de l'eau. Et pour le volet tertiaire, public et résidentiel, il faut attendre l'apparition d'appels à projets qui seront coordonnés par les opérateurs du FEDER en région. Voilà, donc actuellement, il n'y en a pas d'ouvert sur ces thématiques-là. En termes de financement, c'est de la subvention, soit sous forme d'un taux de cofinancement qui varie entre 30% et 65% dans la plupart des cas. Se base sur le régime d'aide à la performance, à la protection de l'environnement. Ça peut être aussi des aides forfaitaires, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments publics en fonction des lots concernés. Vous avez un deuxième axe qui fait l'actualité aussi en région Nouvelle-Aquitaine, qui lui va viser à promouvoir les énergies renouvelables. C'est l'objectif spécifique 2.2. Là encore une fois, les acteurs concernés sont très larges. Et ce qu'on va faire financer, ça va être des investissements dans des équipements de production, soit de chaleur ou de froid renouvelable, soit dans la production de gaz renouvelable par méthanisation, par exemple, soit la production, le raccordement d'unités de production d'électricité renouvelable en circuit court. Donc là, on parle d'autoconsommation collective, de contrats gré à gré, etc., etc. Mais aussi, plus largement, toute solution technique innovante de production d'énergie, que ce soit l'hydrogène renouvelable, la gazéification de biomasse, etc., etc. Donc, dès lors que vous avez un projet d'investissement autour des énergies renouvelables et que que vous retrouvez dans une de ces catégories d'acteurs, vous pouvez imaginer aller chercher un financement auprès du FEDER. Donc là, ce sont des dépôts au fil de l'eau.
avec, pareil, les mécanismes de financement, ça va être sous forme de subvention avec des taux d'intervention qui peuvent varier, hein, toujours pareil, de l'ordre de 30 à 65% des dépenses considérées comme étant éligibles. Donc voilà pour le volet, on va dire, régional autour du FEDER. On voulait aussi vous parler aujourd'hui des dispositifs, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années, c'est le fonds chaleur de l'ADEME. Hein. Donc aujourd'hui, il a un budget qui est plutôt stable par rapport aux années précédentes, mais il y a une certaine, on va dire, beaucoup de demandes pour comparer au budget disponible de 800 millions d'euros. Donc il y a vraiment un enjeu à on va dire, bien sélectionner les projets les plus performants. Alors, ce fonds-là, il va permettre de financer tout projet de récupération de chaleur ou des créations de chaleur renouvelables, mais également aussi les réseaux, la création de réseaux de chaleur. Donc il y a 6 principales thématiques: réseau de chaleur, la biomasse, solaire thermique, géothermie, méthanisation et récupération de chaleur fatale. L'objectif ici, c'était plus de vous donner des clés de compréhension des principales thématiques qui peuvent éventuellement vous concerner. Donc sur la partie géothermie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un objectif pour être éligible au fonds chaleur, un objectif de production annuelle hein, qui est de 25 mégawattheures annuels pour des projets autour de l'habitat collectif, du tertiaire, l'agricole, voire même de l'industriel. Donc, il y a différentes, on va dire, solutions techniques qui peuvent être éligibles, soit des boucles tempérées à énergie géothermique. Donc là, c'est quand on arrive à raccorder plusieurs bâtiments autour d'une même boucle, et chaque bâtiment est connecté à une sous-station avec une pompe à chaleur qui permet de réguler soit le chauffage, soit le refroidissement. Donc ça, c'est ce genre de projet qui peut être financé. La LED va être modulée selon ce qu'ils appellent, on va dire, une analyse économique. Donc, ils vont analyser le taux de rendement interne du projet avec une cible à 8%, et ça permet de dimensionner l'aide au regard à la fois de l'investissement initial, mais aussi des économies d'énergie générées par cet investissement-là. Vous avez d'autres solutions techniques plus globales. Hein. On parle de géothermie de surface avec pompe à chaleur de façon générique qui peuvent aller utiliser soit des nappes superficielles, soit des structures spécifiques qui rentrent dans le sol à moins de 200 mètres de profondeur pour récupérer la chaleur. Vous avez également aussi ce qu'on appelle l'aérothermie. Uniquement là, ce qui va être éligible, c'est l'usage de pompes à chaleur RO, pas RR. Et donc sur ces deux volets-là, les aides sont sous forme forfaitaire. Concrètement, ça va être un montant entre 5 et 50 euros par mégawattheure d'énergie renouvelable produite par an. Et le calcul se fait sur une période de 20 ans. Voilà. Et c'est modulé entre la production de chaud et la production de froid. Voilà pour les grandes lignes sur la partie géothermie, mais bon, ce sont des solutions, on va dire, hein, qui permettent de gagner en efficacité énergétique dans vos futures constructions. Donc à présent, si on parle de la partie solaire thermique et biomasse, alors sur le solaire thermique, ce qui va être attendu, ça va être des projets autour du logement collectif, également du tertiaire, agriculture, mais aussi des opérations couplées, c'est-à-dire réseau de chaleur urbain. Et ce qui est important là, c'est on va aller chercher, donc utiliser l'énergie solaire pour alimenter des réseaux d'eau chaude sanitaire avec des besoins qui sont à minima de 6 mois par an. Donc là encore, il y a 3 grandes catégories de solutions ciblées, soit l'eau chaude solaire au sens large avec des capteurs solaires thermiques qui contiennent du coup un liquide pour la production d'eau chaude collective. Donc on est vraiment encore sur de la production de l'eau chaude collective. Dans cette catégorie-là, on va être sur des aides forfaitaires calculées en fonction de la quantité d'énergie produite annuelle. Et il y a aussi une notion de surface. C'est limité à des surfaces de moins de 1500 mètres carrés. Si vous êtes au-delà de ces ratios-là, il y a un appel à projet national porté par l'ADEME pour le solaire thermique. La productivité ciblée va varier entre 350 et 450 kWh utiles par mètre carré de capteurs solaires. Et donc ça, ces niveaux de performance est défini par les zones géographiques de l'implantation. Donc après, il y a aussi 2 autres systèmes techniques possibles, les pompes à chaleur solaire pour des opérations de production d'eau chaude sanitaire. Là encore, on est dans des fenêtres de surface entre 25 à 250 mètres carrés de capteurs et une aide forfaitaire selon la quantité d'énergie produite sur 20 ans.
Et vous avez aussi la possibilité de faire financer des systèmes solaires combinés. Donc là, ça va être des installations de production de chaleur collective avec le volet chauffage et eau chaude sanitaire, et qui se base sur des capteurs solaires thermiques dans lesquels on a un fluide caloporteur. Donc là encore, il y a des notions de surface, on retrouve les mêmes critères, 250 m² de capteur maximum, et en termes de productivité, des cibles dépendantes des zones géographiques où aura lieu l'implantation. Donc voilà sur la partie solaire thermique. Il y a un autre volet aussi sur la partie biomasse. Donc là, sur la partie biomasse, il y a plusieurs catégories comme source de biomasse utilisées. Il y en a 4 principales. C'est autour du bois, des déchets du bois ou des déchets de première transformation du bois, des granulés. Ce qui va être ciblé, ça va être l'usage pour les secteurs collectifs, tertiaires et voire même agricoles. Donc pour ce volet-là, ce qui est attendu, c'est des productions importantes, au-delà de 1200 MWh par an. Et pour la partie industrielle, qui est aussi éligible à ce genre de projet et de financement, on va être sur des productions entre 1200 et 12 000 MWh par an, donc des projets encore plus ambitieux. Ce qui va être regardé de près, ça va être évidemment, comme tout projet, l'étude préalable qui aura été réalisée pour bien dimensionner le projet, la ressource utilisée et le plan d'approvisionnement, et aussi l'impact sur la qualité de l'air. Et les modalités d'intervention sur cette partie-là, on va être sur une aide forfaitaire pour les projets de moins de 12 000 MWh. Et au-delà, on est sur une analyse économique avec un principe de rendement interne cible qui est défini par l'ADEME. Et rapidement, sur les 2 derniers volets, vous avez aussi donc le volet récupération de chaleur fatale et le volet réseau de chaleur. Donc sur la partie récupération de chaleur fatale, donc là l'idée c'est récupérer cette chaleur-là et la valoriser sous forme soit de chaleur, soit de froid en interne ou vers un tiers ou vers un réseau de chaleur. Donc c'est ce mécanisme-là. Donc ce qui va être financé, ça va être les systèmes de captage de la chaleur. Ça va être le système de remontée en température via une pompe à chaleur, de froid ou de stockage. Donc là encore, on retrouve des critères spécifiques. Important d'avoir l'étude qui étaye comment a été dimensionné le projet. Il y a un minimum finalement de quantité d'énergie thermique qui doit être valorisée chaque année, un minimum 1 gigawatt heure CUMAC, 1 gigawattheure par an, pardon. Et ce qui est un point important, c'est que la chaleur captée doit être valorisée sous forme de chaleur et ou de froid. C'est les seules options qui sont possibles. Et en termes de taux d'intervention, on va être entre 30 et 60% des dépenses éligibles, avec un temps de retour brut, c'est-à-dire un temps d'amortissement de l'investissement qui doit être supérieur à 36 mois, sinon le projet va être considéré comme trop performant d'un point de vue financier. Et sur la partie réseau de chaleur, donc là l'idée, on peut faire financer soit l'extension, la densification de réseau de chaleur existant, donc là il y a des contraintes en termes de longueur, minimum 200 mètres linéaires et de quantité d'énergie transportée, un minimum 300 MWh transportés, et aussi de quantités supplémentaires d'énergie vendue, c'est-à-dire qu'on doit avoir un vrai impact en termes de revente d'énergie derrière. Soit sinon on peut aussi faire financer des projets de création de réseaux qui doivent alimenter, qui sont peut-être eux alimentés par l'énergie renouvelable ou de récupération à minimum à hauteur de 65%. C'est ça les points clés à avoir en tête. Et les filières concernées, évidemment, va être soit sur la biomasse, géothermie profonde, incinération de déchets, chaleur fatale, solaire thermique, donc c'est assez large. Et donc ça peut être éligible donc, dans différentes configurations. Et l'aide, elle est proportionnelle finalement aux mégawattheures qui vont être réinjectés, entre 7 à 20 euros par mégawattheure d'énergie réinjectée par an et sur 20 ans. Voilà pour les grands principes de fonctionnement du fonds chaleur. Et vous voyez qu'il y a des critères spécifiques selon la source d'énergie qui est utilisée. Et ce qui est un point important, c'est vraiment les études préalables qui montrent que le projet est correctement dimensionné et que l'étude sur le besoin et les efforts ont été faits pour réduire le besoin qui est adressé. Et enfin, un dernier point aussi sur la partie rénovation, je voulais aborder l'appel à projet Décarb Flash qui fait l'actualité avec une prochaine échéance
qui a lieu, ah pardon, la slide va passer, qui aura lieu du coup au 15 octobre. Cet appel à projet-là va concerner essentiellement des sites industriels qui concernent soit les PME, soit les grands groupes qui ne sont pas soumis à la directive sur les ETS, sur les quotas carbone. Donc là, ce qui va être financé, ça va être des projets d'investissement compris entre 100 000 et 3 millions d'euros et qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre du site. Il y a un critère spécifique sur l'efficacité de l'aide en termes de euros investis par le financeur par rapport au CO2 évité sur 20 ans. Donc la cible, ça doit être inférieur à 80 euros. Et donc il y a plusieurs thématiques. Il y a notamment une thématique sur l'efficacité énergétique des bâtiments industriels, l'isolation des combles, des murs, etc., qui sont éligibles donc à ce dispositif. La seule contrainte, c'est que cette thématique-là doit être couplée avec d'autres thématiques. Donc on ne peut pas soumettre un projet industriel uniquement sur cette thématique-là, mais il faut aussi la coupler avec d'autres thématiques telles que l'efficacité énergétique ou la récupération de chaleur fatale, etc., par exemple. Et l'aide, finalement, elle est comprise entre 15 à 30 euros par mégawattheure, donc calculé sur 20 ans, et c'est la subvention. Voilà pour la partie, on va dire, purement aide liée à la rénovation énergétique. On voulait aussi aborder comment on finance l'innovation, comment on aide les entreprises à développer des nouveaux procédés pour récupérer l'énergie ou des nouveaux matériaux autour de l'économie circulaire notamment. Et donc là, c'est l'objet de la prochaine session. Alors, en effet, on l'a vu tout à l'heure, merci Mathieu, on a au sein du dispositif C2E un catalogue de fiches dites standardisées d'un peu plus de 230 opérations. Principalement, elles sont orientées au niveau de l'enveloppe des bâtiments, encore une fois résidentiels ou tertiaires, des systèmes de chauffage et de ventilation, et enfin, sur une partie plus industrie, sur les outils de production. Mais lorsque notre opération ne concerne pas ce catalogue de fiches, il est toutefois possible d'étudier une autre solution, c'est de passer par des opérations dites spécifiques. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'approche est un peu plus complexe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la part des opérations spécifiques sur la période 2022-2023 représentait pratiquement 1,5% des C2E classiques et 3% des C2E précaires. Donc, ce n'est pas la majorité des dossiers qui sont déposés. Néanmoins, on voit quand même une certaine accélération. Et pour les opérations spécifiques, il y a certaines conditions à respecter. C'est que le volume d'économie d'énergie généré par le projet doit être supérieur ou égal à 20 gigawattheures CUMAC, ce qui est quand même une belle source d'économie d'énergie. Donc évidemment, il ne faut pas qu'une fiche d'opération standardisée existe. Et le projet ne doit pas générer, après les travaux, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, on y retrouve également notre sujet de temps de retour brut qui doit être supérieur à 3 ans. Si c'est inférieur à 3 ans, l'administration considère qu'il n'y a pas besoin de solliciter une subvention. Et le projet ne doit pas être réalisé dans le simple but de respecter une norme ou une réglementation. Une chose importante, très importante à avoir en tête, que ce soit pour les opérations spécifiques ou les opérations standards, il faut surtout passer par un organisme financeur, donc l'Eton ou un autre, mais avant l'engagement des travaux, donc avant la signature de devis. C'est également le cas pour les subventions publiques qu'on vient d'évoquer. Une fois que les opérations sont engagées, malheureusement, il est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir communiquer le plus en amont possible afin que l'on puisse identifier, nous, le levier nécessaire. Sur la partie spécifique du bâtiment, il faut savoir qu'aujourd'hui, le bâtiment doit être existant depuis plus de 2 ans. Sauf dans le cas particulier de l'industrie, où là, un site qui viendrait d'être construit ou une extension de site peut faire l'objet d'une valorisation à travers ces fiches.
Autre point essentiel, la nécessité de réaliser un audit énergétique en amont de l'engagement des travaux. Et c'est une pièce constitutive du dossier qui doit être inférieure à 4 ans. Donc, au niveau de la répartition des dossiers spécifiques, on voit qu'en grande partie, celle-ci provient du secteur transport. Vient ensuite la partie industrie et bâtiment. On a eu dans le passé des rénovations de bâtiments basse consommation, ainsi que des beaux projets sur la récupération de chaleur fatale qui est valorisée, qui est injectée dans un réseau de chaleur à proximité. Et sur le graphique ci-dessous, vous voyez le nombre de demandes de dossiers spécifiques en volume ainsi qu'en nombre de dossiers. Donc on voit quand même une certaine accélération parce que le secteur est plus innovant, je dirais, que la capacité de l'administration et des acteurs à réaliser des fiches standardisées. Et donc, pour cela, on l'a dit, il faut quantifier l'économie d'énergie qui va être générée par la mise en place du projet. Et donc, la réalisation d'un audit énergétique, on l'a vu, qui va permettre de faire un état des lieux de la situation et de réaliser des mesures. Alors, soit par le biais de capteurs, de compteurs, ou alors via des factures. Donc, ça va permettre d'identifier la situation initiale du projet. Ensuite, il va falloir se dire, voilà, quelle est la situation de référence du parc au niveau national, idéalement, pour justifier que finalement notre projet est vertueux et va générer des économies d'énergie plus que la norme, l'état de référence. Et donc, une fois que les travaux sont réalisés, on a une phase de mesurage qui doit être d'environ 6 mois en tout cas, pour vérifier que ce que l'audit énergétique et l'étape projetée initialement réalisée est bien respecté. Si ce n'est pas le cas, eh bien, finalement, le calcul du volume C2E doit être revu, sachant que, on l'a évoqué, il y a une durée de vie pour chaque opération. Au niveau des opérations spécifiques, le maximum possible, c'est une durée de vie de 15 ans. En règle générale, derrière, l'administration, déjà 15 ans, souhaite vraiment avoir des explications extrêmement précises pour valoriser l'opération, sachant que le pôle national va valider aujourd'hui. C'est un peu le garant du dossier C2E. Néanmoins, il n'instruit pas physiquement chaque dossier. Sur les opérations spécifiques, là, il va instruire le dossier. Il a 6 mois pour l'instruire et pour faire des allers-retours avec le porteur du projet et le demandeur du projet, en l'occurrence nous. Donc, c'est vraiment important. C'est une approche qu'il faut avoir en tête. Ça existe. C'est un peu plus contraignant. Néanmoins, souvent, les sources d'économie d'énergie sont relativement importantes. Voilà, on l'a vu. Très bien. Merci Franck. Sur la partie aide directe pour financer la recherche et développement, on voulait faire le focus sur quelques dispositifs, notamment un dispositif qui est lié aux France 2030 régionalisées, qui a été communiqué là assez récemment, courant juin, qui permet de financer pour les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine spécifiquement des projets individuels. Donc ça, c'est le projet d'innovation. Vous verrez aussi que d'autres projets sous forme de partenariat peuvent être financés au travers de ce programme-là. Donc sur les projets individuels, donc les projets d'innovation, ça va cibler essentiellement les PME et les ETI. On va pouvoir faire financer soit des étapes de développement assez précoces, soit plus avancées. Donc soit la partie faisabilité, soit la partie développement et industrialisation. Les taux d'intervention vont varier selon le statut du porteur, 35% ou 25% si ETI, et aussi selon le niveau de maturité du projet, la partie faisabilité étant financée jusqu'à 50%. Et en termes de financement, subvention sur la partie faisabilité et ça peut être un mix sur la partie développement et industrialisation au-delà de 300 000 euros d'aide. Voilà la partie on va dire la mécanique de financement sur ce dispositif-là.
Ce qui est attendu, c'est les projets qui s'inscrivent dans la stratégie régionale de développement. Donc, on l'a vu avec Neoterra que le bâtiment durable est vraiment inscrit dedans. Donc, tout ce qui est projet autour des nouveaux systèmes constructifs, des nouveaux matériaux, de l'économie circulaire avec une application dans le bâtiment, sont tout à fait éligibles à ce genre de dispositif-là. Sur la partie faisabilité, les budgets de prévisionnel d'investissement sur la partie R&D doit être au-delà de 150 000 euros, avec une durée maximale d'1 an et demi des travaux de R&D. Et sur les étapes plus avancées, on va pouvoir faire financer des projets qui vont jusqu'à 2 ans de développement. Voilà, dans les grandes lignes. Ce qui est intéressant, c'est que le dispositif là a été ouvert récemment et vous pouvez déposer des dossiers au fil de l'eau. Donc ça, dès lors que vous avez un projet défini, on peut imaginer aller chercher un financement sur ce type de dispositif-là. Comme je vous disais, il y a aussi un volet collaboratif dans le France 2030 régionalisé. On parle du IDEMO régionalisé. Il y a aussi, pour information, la version nationale du IDEMO là, qui va être reconduite prochainement. Donc au niveau régional, là encore, on va cibler les PME et les ETI, mais qui doivent être en collaboration avec un acteur de la recherche académique, donc un laboratoire de la région. Donc on va financer des consortiums avec un maximum de 5 partenaires dans le consortium. L'objectif étant aussi de favoriser le transfert de connaissances entre le public et le privé. En termes de financement, on va être sur de la subvention, donc là et avec des taux qui varient en fonction du statut du porteur et de la notion on va dire, de maturité du projet. Donc là, en termes de typologie de projet, on va être sur des projets plus ambitieux qui peuvent durer jusqu'à 5 ans pour des programmes d'investissement compris entre 1 million d'euros et 4 millions d'euros. Et là encore, on va être sur des projets qui doivent avoir un impact important pour la région et s'inscrire dans les stratégies régionales de développement et dont le bâtiment durable fait partie. En termes de calendrier et à cibler, donc là, ce n'est pas un dépôt au fil de l'eau, ça va être un dépôt selon des dates de relève précises. On a le 28 octobre la prochaine et après on aura le 28 avril l'année suivante. Je voulais également aussi aborder un autre dispositif qui est porté par l'ADEME et qui va permettre de faire financer les premières étapes de développement, les études d'éco-conception, qui va vous permettre de faire appel à un prestataire externe, notamment pour mener des réflexions sur la durabilité des matériaux que vous souhaitez développer notamment, ou les procédés que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc là, toutes les tailles d'entreprise sont éligibles. Le taux d'aide est assez élevé, entre 60 et 80%, avec un taux d'aide un montant d'aide qui va être limité à 50 000 euros pour la partie diagnostic et 100 000 euros pour la partie un peu plus avancée, études d'accompagnement. Donc, quand on parle de diagnostic, qu'est-ce qui va être éligible? Ça va être un cadrage, une analyse du contexte, une évaluation environnementale et la définition des pistes d'action. Donc, c'est vraiment l'étape, on va dire, préalable à la réalisation de développement. Et sur la phase accompagnement de projet, c'est plutôt des tests sur des premiers prototypes, les premières identifications de partenaires, des homologations de produits. Voilà, on va dire dans des budgets assez restreints. Si vous l'aurez compris, l'aide est limitée à 5 000 euros. Ce qui est important en termes de critères d'éligibilité là-dessus, c'est de faire appel à un prestataire externe. Comme le disait Franck plus précédemment, l'étude ne doit pas avoir été initiée, sinon elle ne sera pas éligible. Et évidemment, il faut que ce projet s'inscrive bien dans la stratégie de l'entreprise avec le soutien de l'entreprise pour l'investissement dans ce projet-là. Voilà pour quelques dispositifs qui font l'actualité autour de la durabilité au niveau et du bâtiment durable. Au niveau national, l'ADEME porte la stratégie d'accélération de France 2030 autour du bâtiment durable. Actuellement, il n'y a pas d'appel à projet ouvert autour de cette thématique-là, mais on sait qu'il y en a qui sont en préparation et qui devraient être publiés d'ici la fin de l'année, on l'espère. Donc, quelque chose à surveiller de près pour financer vos projets de développement. Amaury, je te passe la main sur la partie crédit impôt recherche et C2I. On va essayer de tenir le timing pour avoir des échanges après. Donc, concrètement, on a également des mécanismes complémentaires aux aides directes et aux C2E dont on vient de parler qui peuvent s'activer, et notamment les systèmes de crédit d'impôt qui s'adressent finalement à toutes les organisations qui peuvent être
assujettis à l'IS. Pour vous en parler plus en détail, ce sont des dispositifs d'État, dont le premier, le crédit d'impôt recherche, qui a été initié en 1983. Donc, vous voyez que c'est un dispositif qui aujourd'hui est assez vieux. Ça reste le dispositif de référence concrètement pour aller amortir des dépenses de recherche et développement qui peuvent être menées justement par les entreprises plutôt privées, du moins toute organisation, encore une fois, qui peuvent être assujetties à l'IS. Je précise ça puisque vous pouvez, par exemple, avoir des statuts un petit peu exotiques comme des associations 1901 qui peuvent être éligibles à ces dispositifs dans la mesure où ces organisations-là sont redevables d'IS. L'enjeu, c'est de récupérer finalement 20 à 30% selon les dispositifs que l'on active, sous forme de crédit d'impôt, donc si vous payez de l'impôt, ou de remboursement immédiat, et prioritairement si vous êtes une PME. On va y revenir un petit peu plus tard. Sur les projets concernés, ça peut être justement en lien, on l'a dit, avec des travaux de recherche-développement pour faire émerger justement des nouveautés de produits ou services, mais également finalement d'aller concerner de la recherche appliquée, du développement expérimental, ou plus simplement, entre guillemets, de la conception de nouveaux produits et l'émergence de nouvelles fonctionnalités, par exemple, sur des produits existants. En termes de dépenses admises, je vais y revenir, donc je vais passer ce sujet-là là tout de suite. Et par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on reste sur des dispositifs déclaratifs, donc soumis potentiellement à contrôle fiscal. Là où nous, on intervient en accompagnant nos clients sur tout le déroulé d'une déclaration, donc de la phase d'éligibilité jusqu'à la phase de contrôle potentiellement, avec d'ailleurs nos avocats partenaires, et en justifiant finalement de la bonne éligibilité technique, mais également financière des projets finalement que vous pouvez valoriser. Pour faire juste un focus sur le nombre de déclarants aujourd'hui, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ampleur qu'a le crédit d'impôt aujourd'hui en France. On a aujourd'hui à peu près 26 000 déclarants sur ces sujets, ce qui prouve que depuis la création finalement de ces dispositifs, c'est un levier incontournable, malgré le fait qu'il soit challengé par les différentes lois de finances qu'on a pu notamment avoir ces derniers mois. Il n'est pas remis en cause. Il y a eu certes des modifications, mais on voit que ça reste un levier incontournable, justement pour financer l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il n'y a pas forcément de critères rédhibitoires. Toute entreprise peut y prétendre dans tout domaine confondu. Donc, typiquement, vous êtes laboratoire, vous êtes bureau d'études, vous êtes fabricant, vous pouvez rentrer finalement dans le scope de ce dispositif selon les critères qu'on va voir juste après. Donc sur la liste finalement des dépenses qui peuvent être éligibles, on va considérer qu'on peut reprendre finalement différentes typologies de dépenses. Retenez qu'à peu près 80% de l'assiette de crédit d'impôt qui va être éligible est constituée par de la masse salariale. Donc, concrètement, on va aller récupérer les salaires bruts chargés au prorata des temps passés par les effectifs qui ont travaillé justement sur des projets de recherche et ou d'innovation. Et ça va constituer la plus grosse partie finalement de l'assiette des dépenses. Après, on pourra retrouver effectivement aussi finalement du matériel qui peut être immobilisé dans vos comptes, qui va servir à la réalisation de ces projets, qui va être possible d'amortir également. Des frais de fonctionnement qui vont être applicables dans certains cas. J'ai mis entre parenthèses justement la loi de finances 2025 qui a modifié certains critères à ce niveau-là pour la partie crédit d'impôt innovation. Je vais y revenir. Une possible valorisation des frais de sous-traitance. Donc, ce n'est pas parce que vous confiez finalement des tâches de R&D et d'innovation à des tiers que vous ne pouvez pas prétendre finalement à ces dispositifs-là. La valorisation aussi des frais de propriété intellectuelle, même si pour l'année 2025, cette notion-là a été supprimée. Donc ça constitue finalement les postes de dépenses qui vont être éligibles à cette déduction fiscale, encore une fois de 20 à 30%, sous forme de crédit d'impôt de remboursement. Et on va par contre déduire d'éventuelles aides qui ont été directement perçues en lien avec des projets d'innovation. Typiquement, les aides directes dont on a parlé précédemment.
à prendre effectivement après avec des pincettes, puisque une déduction n'est pas forcément intégrale vis-à-vis d'une subvention perçue. Focus sur la partie crédit d'impôt recherche. Donc ici, c'est un dispositif, encore une fois, applicable pour tout type d'entreprise, toute typologie. Majoritairement, ces dispositifs-là s'adressent à des tâches de développement expérimental. Donc concrètement, dès que vous allez travailler sur le développement ou de l'amélioration assez significative de produits, de procédés, de matériaux, ça peut également marcher d'ailleurs sur des process. Vous allez sans doute rentrer dans les cases du crédit d'impôt recherche. Malgré tout, le ministère de la Recherche considère qu'il faut respecter justement des critères cumulatifs pour pouvoir être éligible à ces activités-là. Et là réside toute la valeur ajoutée de Layton, à pouvoir justement distinguer vos développements de certaines activités qui relèvent plutôt, elles, de véritable recherche et développement. Les 5 critères, vous les avez ici, hein, donc des éléments de nouveauté, de créativité et d'incertitude. Concrètement, l'incertitude va se traduire par des phases de tâtonnement. Vous allez finalement ne pas disposer de toute la matière nécessaire pour résoudre une problématique. Et sur les 2 derniers critères, l'aspect systématique et l'aspect transférable, il faut considérer que finalement vos activités vont être planifiées à l'avance et vont pouvoir servir finalement à d'autres entreprises, d'autres chercheurs. Donc finalement, vous allez amplifier l'état de l'art et le surmonter grâce à ces activités de R&D. Donc là, on est plutôt sur le crédit d'impôt recherche qui permet de reprendre 30% sur des dépenses passées. Concernant le crédit d'impôt innovation, qui lui est réservé aux PME, au sens communautaire du terme, donc moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il va être plus souple que le crédit d'impôt recherche. La genèse de ce dispositif, c'était aussi de se dire que jusque sa création en 2013, il n'y avait pas finalement de dispositif qui était dédié aux TPE-PME, finalement pour aller amortir des dépenses plutôt tournées autour de nouveautés produits ou services sur un marché. Donc là, on n'est plus sur une phase de recherche-développement où la recherche, la phase exploratoire est passée. On est après. On est sur une phase plutôt d'émergence de nouveaux produits ou services. Et là, on va non pas analyser l'état de l'art, mais plutôt l'état du marché. Comment on arrive à le faire de manière assez simple et comment il est précisé aujourd'hui par rapport à l'administration fiscale, il faut prouver l'une des 4 caractéristiques que vous voyez sur la slide projetée. Donc, soit prouver que votre produit ou service est supérieur sur le plan technique par rapport à vos concurrents. Sur le plan de l'éco-conception, donc là, effectivement, ça prend tout son sens dans le cadre du bâtiment durable. Vous pouvez très bien faire émerger finalement un nouveau produit, ou du moins vous distinguer de son aspect performance sur l'aspect environnement, durabilité. Sur le plan ergonomique, sur le plan fonctionnel. Donc, généralement, dans le secteur du bâtiment, on arrive très souvent à aller à minima chercher des performances supérieures sur l'aspect éco-conception, encore une fois, de la solution qui a été conçue. Et ça, donc ça représente aujourd'hui le crédit d'impôt innovation 20% de l'assiette des dépenses que vous avez vues juste avant. Là où, d'ailleurs, en 2024, le taux de crédit d'impôt était de 30%. Donc, on voit là encore que l'administration et les pouvoirs publics revoient certaines conditions d'accès, d'où la nécessité, chaque année, finalement, d'étudier aussi ces sujets-là et de voir dans quel cas, finalement, vous rentrez. Par rapport à ça, le positionnement de Layton, il est assez unique. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on est devenu le numéro 1 sur ce sujet en Europe. On arrive justement à aller faire une créance fiscale pas sûre, un asset finalement aujourd'hui pour les entreprises. Concrètement, de se dire qu'on est sur un dispositif déclaratif. Si demain l'administration fiscale rejette éventuellement ce que l'on a déclaré, on a une position où on vient potentiellement, nous,
rembourser les montants de crédit d'impôt qui vous ont été rejetés par l'administration. Avant d'en arriver là, et grâce à ce produit assurantiel, on arrive vraiment à se distinguer aussi finalement du marché et vous proposer une sécurisation sur parfois des dispositifs qui peuvent vous sembler un petit peu délicats. On a aussi cette possibilité tout au long de la mission de pouvoir vous assister avec des avocats. C'est une des valeurs aussi ajoutées du cabinet de disposer de notre propre cabinet d'avocats partenaires, One qui va justement vous accompagner dans la phase d'étude de vos projets jusqu'à la phase de contrôle si besoin. Et ça, c'est d'autant plus vrai depuis 2-3 ans où on voit finalement que les contrôles sont en forte augmentation et où la justification finalement de ces travaux devient cruciale, tant sur le fond, en termes d'éligibilité, que sur la forme, avec des dossiers techniques qui respectent finalement les évolutions, encore une fois, qui peuvent y avoir d'année en année. En tout cas, ça reste un levier complémentaire aux aides directes. On peut cumuler les deux. Là où finalement les aides directes et les subventions vont financer l'avenir, le crédit d'impôt, recherche et innovation vient plutôt amortir des dépenses passées. Ok, merci beaucoup Amaury. On voulait terminer, donc là vous avez vu un peu le panorama des options de financement qui est assez dense sur la partie rénovation et la partie recherche et développement. On voulait vous donner des points clés à retenir et aussi un exemple concret. Donc sur la partie préconisation, vous l'aurez compris, le premier point peut-être c'est du bien anticiper. C'est-à-dire dès lors que vous avez un projet d'investissement sur ces sujets-là, sachez que les dépenses qui ont déjà été engagées, quand vous signez des devis, etc., ne sont plus éligibles à un financement. Donc il faut faire la démarche en amont. Donc se projeter tout en 2-3 mois en amont pour pouvoir, on va dire, prétendre à un financement. Et un autre point clé aussi, vous avez vu les mécaniques de chaque dispositif sont propres à chaque opérateur, avec des critères spécifiques. Donc, un des points clés, c'est évidemment de s'assurer de cocher toutes les cases. Sur la partie notamment fonds chaleur ou certificat d'économie d'énergie, il y a une notion d'étude préalable qui démontre, on va dire, l'état des lieux et la consommation énergétique et le dimensionnement du besoin qui est essentiel. Donc ça, pensez à bien intégrer dans vos démarches-là. Et évidemment, en termes de stratégie de présentation du dossier, au-delà de l'aspect innovation, ce qui est vraiment important, c'est de démontrer en quoi le projet a un vrai impact et permet de répondre ou d'adresser la politique publique, que ce soit nationale ou régionale. C'est ça qui va être regardé en premier lieu par le financeur, soit en termes d'économie d'énergie générée ou de qualité d'énergie renouvelable produite, etc. Et il y a aussi un volet adressage du marché, notamment pour la partie innovation, démontrer que vos solutions, ce n'est pas uniquement un développement purement technique, c'est aussi surtout apporter une solution avec un vrai besoin de marché qui est là, qui va assurer la pérennité de la solution, mais aussi des retombées et la dissémination de votre solution dans la filière. Voilà quelques points clés et conseils dans vos démarches de recherche de financement. Évidemment, on est là pour vous accompagner sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et avant de clôturer, on voulait vous parler d'un cas particulier. Franck, je te laisse la main pour nous présenter du coup ce cas concret. Oui, oui, merci. Alors en effet, c'est un client bailleur historique pour le cabinet. En l'occurrence, il s'agissait d'un projet de rénovation d'une centaine de logements qui comprenait une rénovation très lourde d'un de leurs bâtiments avec la suppression des chaudières individuelles pour la mise en place d'un raccordement au réseau de chaleur. Alors, d'un point de vue C2E, ce projet peut faire l'objet de plusieurs approches. Là, le choix, c'était d'abord la faisabilité technique et ensuite
l'économie d'énergie générée par telle ou telle option, et derrière, du coup, cette économie d'énergie est transformée en prime C2E. Et donc, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, mais il y a un dispositif donc, qui est vraiment fléché sur la chaleur via le raccordement au réseau de chaleur. Donc, il a été prolongé une première fois et devrait l'être pour la 6e période. C'est un dispositif qui flèche clairement l'utilisation d'énergie renouvelable. C'est une volonté du gouvernement, d'où la mise en place de ce fameux dispositif coup de pouce. Donc, pour ce partenariat-là, ça a généré plus de 800 gigas de C2E. Et à travers les opérations valorisées ou en cours de valorisation, on est pratiquement à 530 000 euros. Donc, c'est pas neutre, loin de là. Il y a un taux de couverture qui est quand même intéressant. Donc, voilà, autour de vous, si vous avez des projets d'extension de réseau de chaleur, pensez-y. Si vous avez des projets de rénovation peut-être monogeste, pensez également à une rénovation d'ampleur. Une fiche de rénovation globale pour le secteur tertiaire devrait prochainement être publiée. Donc, tous ces gestes-là vont au-delà du pas à pas pour massifier et accélérer la rénovation thermique. Et pour des solutions, encore une fois, plus innovantes, on a également la possibilité de passer par des opérations spécifiques. Mais vraiment, retenez une chose, pour les subventions publiques comme le dispositif C2E, surtout solliciter en amont, nous solliciter en amont afin qu'on puisse étudier le dossier, les possibilités de financement avant l'engagement de vos travaux. Très bien, merci Franck. Je crois qu'on a un peu débordé sur le timing, mais en tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous présenter notre savoir-faire et de vous donner aussi des éléments clés de compréhension sur comment financer, on va dire, le bâtiment durable au sens large. Donc, c'était vraiment dense. Donc, si vous avez des questions et que vous avez encore un peu d'énergie avant la pause déjeuner, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, sachez que les supports vous seront partagés après cette présentation-là. Exactement, merci messieurs pour cette présentation qui était vraiment très très complète. Et effectivement, le webinaire a été enregistré, donc en plus des présentations, vous aurez également le replay avec le complément d'information qui vous a été diffusé pendant ces 90 minutes. On n'a pas eu de questions dans le chat directement. Après, petite information pour les participants, vous pouvez activer vos micros si là vous avez une question à poser avant qu'on se quitte. Apparemment, c'était très clair. Pour pouvoir être accompagné par le cabinet Layton, on passe par l'un de vous trois, j'imagine. Est-ce que voilà, un mail suffit ou est-ce qu'il faut, par exemple, vous envoyer déjà certaines informations à propos, par exemple, du projet ou en tout cas de la recherche de financement qu'on aurait? Je peux centraliser la prise de contact pour information. Ok. En fonction de toute typologie de projet, de cible, de typologie d'organisation. Moi, je peux être le point de contact et ensuite, j'aurai à cœur de transmettre ça aux personnes justement dédiées. Très bien. Eh bien, écoutez, puisqu'il n'y a pas de questions, en tout cas, tout de suite, je propose qu'on conclue la session dès à présent. Donc, messieurs, je vous remercie énormément pour toutes ces riches informations. Et puis on ne manquera pas également de vous solliciter au besoin. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.